Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Et puis je voudrais évidemment souligner un petit peu le moment particulier pour moi de reprendre au fond un peu l'étendard des sujets qu'on avait initiés dans un précédent Conseil national du numérique et de voir et de me réjouir au fond de cette forme de continuité sur le fond, au-delà des vicissitudes, parfois des nominations. En effet, le Conseil national du numérique travaille depuis maintenant plusieurs années au fond sur la question des plateformes. Sans refaire totalement l'histoire, cette réflexion elle a commencé en 2013, puisque Fleur Pellerin, alors ministre du numérique, nous avait commandé une saisine sur la question des plateformes, et nous avions pris d'ailleurs une position très forte sur la neutralité de l'Internet, qui pour nous est un principe pivot pour le numérique, et que le CNUM a toujours défendu. Mais au-delà, et c'était une réflexion qu'on avait à l'époque, au-delà des infrastructures, télécoms, nous étions aussi interrogés au fond sur les risques que l'émergence de puissants gatekeepers, les grandes plateformes, faisait peser sur ce principe de neutralité. Bien sûr, on ne pouvait pas demander telle quelle une forme de neutralité des plateformes, alors même que l'on sentait bien que la question des infrastructures devenait, sinon secondaire, en tout cas n'était qu'une moitié du problème au moment où les plateformes prenaient une telle importance. Et donc, on ne pouvait pas évidemment exiger de ces plateformes qu'elles soient neutres, parce que leur travail, précisément, est de sélectionner, de conseiller, de prioriser. Et aujourd'hui, des millions d'entreprises, acteurs politiques, artistes, etc., cherchent une place sur les quelques centimètres carrés d'où nous sommes des milliards à gérer des pans entiers de nos vies. Les plateformes articulent pour nous cette rareté et cette abondance, et leur manière de faire ce travail influence nécessairement notre représentation du monde. Ce sont des choses que nous avons plus mal à intégrer dans les grilles au fond d'analyse traditionnelle et de régulation, parce qu'il devient difficile de cloisonner la protection de la vie privée, la concurrence, la liberté d'expression ou encore les objectifs de diversité culturelle. Alors nous sommes penchés sur le sujet avec un premier constat qui reste valable, je crois, aujourd'hui. Tout le monde manque cruellement d'éléments factuels sur ces sujets. Les entreprises françaises, d'ailleurs plaignantes à l'époque dans l'affaire Google Shopping, que nous avions d'ailleurs rencontré à la ville de Fleur Pellerin, ne disposaient pas à l'époque de référentiels pour montrer comment ils étaient pénalisés par les pratiques de Google. La Commission européenne, que nous avions rencontrée, les autorités de concurrence, cherchent elles-mêmes à produire des rationnels quant au modèle économique qui se développe, à mieux détecter ce qui relève du signal faible ou de la vraie menace pour la libre concurrence, mais au fond, que représente l'optimum du consommateur lorsque le service est gratuit, mais que nous ne pouvons pas savoir précisément auprès de qui récupérer nos propres données. La question est entière. Les chercheurs eux-mêmes essayent de mieux évaluer l'impact des algorithmes et évaluer l'impact de leurs biais sur la société, mieux voir quand ils reproduisent nos stéréotypes, mais il nous faut aussi négocier des formes plus construites d'accès aux informations sur le fonctionnement de l'ensemble de ces systèmes. Tous ces éléments objectifs manquent aussi parce que les plateformes soulèvent des questions pour lesquelles les réponses sont loin d'être binaires. Parce qu'elles soulèvent en réalité des questions qui sont profondes et qui doivent amener à des choix politiques. Dans quelle mesure est-il souhaitable de personnaliser les contenus et les prix, de monétiser les données? Et parce qu'au fond, il s'agit de choix politiques, il faut pouvoir produire ces référentiels, non pas simplement entre experts, mais de manière collective, après un débat qui implique la société civile. Alors, la place des plateformes dans notre économie et notre société était aussi, au fond, au cœur de nos réflexions lorsque nous avons lancé la grande concertation nationale sur le numérique, qui a été le préambule à la loi pour une république numérique portée par Axel Lemaire. Par cette consultation et cette loi, la France a été, je le rappelle quand même, probablement l'une des pionnières, et en tout cas pionnière en Europe, en instaurant une obligation de loyauté des plateformes. Et c'est d'ailleurs Dominique Cardon, qui je crois doit être là ce matin, qui nous avait très justement fait pivoter progressivement dans ses réflexions de la neutralité exigée aux plateformes à une forme de loyauté dans cet environnement. Alors les débats sur l'encadrement des plateformes, ils ont gagné en maturité depuis que nous avions commencé à les traiter. Vous avez peut-être remarqué que récemment, une série de décrets, pas forcément faciles d'ailleurs à comprendre, on en parlait encore tout à l'heure, sont venus préciser en la matière comment est-ce qu'on mettrait en œuvre cette obligation. Et il est au fond difficile d'ailleurs de l'appliquer. Les grandes plateformes, qui sont, je vous rappelle, plus de 5 millions de connexions mensuelles, devront donc plus clairement expliquer lorsque l'objectif de rentabilité, placer de la publicité ou leur propre service en première page, viennent impacter au fond la présentation des informations. On voit donc qu'on avance dans la bonne direction et que pourtant, encore beaucoup reste à faire. Non seulement le pouvoir incroyable de ces fameux GAFA est devenu un enjeu indiscutable pour la vie économique, mais au-delà de ces GAFA, ce sont l'économie et au fond les modèles de production qui se transforment et qui se plateformisent.
D'abord parce que les entreprises des secteurs traditionnels, les associations, les administrations, même les États, au fond, tout le monde doit devenir une plateforme aujourd'hui. Parce que ce sont des modèles qui sont redoutablement efficaces dans la concurrence mondiale pour l'innovation, où être en avance est souvent plus important qu'être le seul. Chacun cherche à se faire hôte des communautés d'usagers en se rendant indispensable par des services utiles à optimiser en échange les externalités que ces usagers apportent et à faire réseau pour rester dans la course et évoluer continuellement. Avec leur lab et via les applis qu'elles partagent aux autres, les plateformes innovent en partageant aussi les efforts de R&D. Donc les paradigmes de la concurrence ne sont plus les mêmes. Ils ont profondément évolué. Il devient difficile au fond de plaquer les schémas de régulation bâtis pour des infrastructures dans une économie au fond de flux et de flux de données qui, eux, sont devenus mondiaux. Nous savons aussi que ces modèles de production soulèvent des questions importantes d'équilibres sociaux, de redistribution de la valeur, pour lesquelles les réponses sont loin d'être encore établies. Les plateformes ne font pas que mettre en relation, on en a tous conscience aujourd'hui, elles coordonnent des acteurs, elles sont au fond au cœur d'un écosystème et de communautés. Chercher un traducteur sur Amazon Turk à des milliers de kilomètres, piloter ses débouchés en utilisant des statistiques de l'API de Google, monétiser son savoir-faire en trouvant plus facilement preneur près de chez soi pour financer son épisode YouTube, etc. On voit bien qu'en réalité, dans toutes ces dimensions, les plateformes restructurent les marchés en amenant plus de coordination, plus de personnalisation. Et ces changements, évidemment, ont des conséquences. Ça rend les frontières moins étanches entre les figures du consommateur, du producteur, du professionnel, de l'amateur, du prestataire, du traitant, du sous-traitant. Et ces mêmes catégories sur lesquelles, au fond, tout notre droit a été construit. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu à un moment charnière. D'abord parce que les pensées, les réflexions, les analyses, les points de vue évoluent fortement. Aux États-Unis même, on sent un changement assez profond. Les voix s'y multiplient pour s'interroger, autant d'ailleurs sur le poids économique de certains de ces acteurs que sur leur influence sur la vie politique. Il est évident que l'on sort quand même d'une campagne présidentielle qui a profondément impacté et qui a mis au fond sur la place du débat public après la place que les fake news avaient pu avoir. Et on voit bien que même récemment, l'épisode du licenciement de l'économiste de l'American Foundation, qui s'était félicité de l'amende infligée à Google, nous montre quand même la puissance et la force et l'influence, y compris sur le terrain des idées, de ces plateformes. En Europe, le sujet, et je m'en réjouis fortement parce que j'ai vu évoluer les commissions européennes depuis 4 ou 5 ans, le sujet est clairement sur la table. Mais il est essentiel évidemment que les débats ne soient pas à faire que des spécialistes, c'est quand même un peu le tropisme et le danger toujours de la Commission européenne, que de faire et d'organiser des débats avec des experts qui sont un peu toujours les mêmes. Et donc je crois que c'est important d'élargir ce débat et que la confiance au fond dans cette ère numérique mouvementée ne peut pas se faire, encore une fois, sans la société civile. Les plateformes mettent sous pression le système de régulation et en retour, les États commencent à mettre également sous pression les plateformes pour demander plus d'intervention et en retirant plus vite de contenu et en autonomisant les procédés. On voit bien que les plateformes répondent aussi à ces demandes des États et même d'ailleurs participent parfois à l'encadrement de la liberté d'expression dans les territoires où vivent virtuellement des milliards de personnes. Et donc on voit quand même que le débat a fortement évolué. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus vieux geeks qui sont dans cette salle, de l'époque où John Barlow publiait sa déclaration d'indépendance du cyberespace. Et au fond, c'était un peu un moment où on comptait encore sur les plateformes pour nous protéger contre des États tentaculaires. On voit quand même le chemin parcouru, puisque voyant qu'Internet se reverticalisait, on a ensuite compté sur les États pour nous protéger contre les plateformes, et l'Europe envisage beaucoup de faire en ce sens. Mais je crois qu'aujourd'hui, et notamment depuis les élections présidentielles, les États ont tendance, au fond, à mobiliser les plateformes pour protéger les citoyens contre eux-mêmes. On voit bien qu'on a une série d'allers-retours, au fond, de relations très différentes entre les États, les plateformes, leur opposition, et puis finalement le travail qu'elles font parfois en commun. Et donc je crois que dans ce mouvement de balancier, nous sommes aujourd'hui, au fond, à un moment charnière. D'abord parce que les révélations d'Edward Snowden ont montré combien il était illusoire de croire que nous pouvions compter sur le pouvoir des plateformes pour contrer les aspirations autoritaires des États. Et nous voyons aussi que les États et leur système de régulation doivent faire leur propre chantier pour rester en phase avec leur époque. À nouveau, je crois que la confiance dans cette ère numérique mouvementée ne peut pas se faire sans la société civile. Et donc c'est pour cela que le Conseil national numérique s'est engagé avec beaucoup d'autres parties prenantes, à ouvrir ce débat et à essayer le plus possible d'impliquer la société civile, les parties prenantes, dans ce qui doit être, je crois, une réflexion préalable à une modification
et à un outillage de nouvelles politiques publiques, notamment européennes. Et je laisse à Marc Tessier le soin de poursuivre. Je crois qu'il faut, et le CNU l'a fait, il faut aller voir ce qui se produit actuellement dans d'autres pays européens que le nôtre. C'est vrai que la loi sur la République numérique et les fameux décrets qui viennent d'être évoqués par Benoît, qui viennent de sortir, c'est selon une méthode bien française d'ailleurs, cette loi est un peu pionnière. Mais il y a le même mouvement, en particulier en Allemagne. C'est un sujet qui est de plus en plus débattu, non seulement dans les think tanks, mais au niveau gouvernemental. Et vous avez vu que dans la question de la modération des contenus, là aussi, beaucoup de pays nordiques sont en flèche. Donc nous avons l'intention d'inscrire notre démarche à laquelle il vous est demandé de participer, de l'inscrire dans un cadre européen. Alors, les décisions qui vont être prises, et c'est un point important à noter, et je pense qu'en France, nous souffrons du même problème, la même problématique, ont tendance à mettre beaucoup l'accent sur le B2B. Pourquoi? Parce que je pense que les institutions européennes sont bien organisées pour traiter les problèmes de concurrence. C'est un des grands thèmes européens et des grandes structures administratives européennes. Elles le sont moins pour traiter les autres données, même si elles vont s'y pencher. Et je pense que notre consultation doit souligner non seulement les problèmes de l'asymétrie dans les rapports entre entreprises et plateformes, mais également ce qu'on appelle, dans notre terminologie, l'asymétrie informationnelle, c'est-à-dire des citoyens sur leurs données, sur l'usage qui en est fait, sur les données des autres qui impliquent déjà dans les services qui leur est rendu, bref, sur l'ensemble de la question fondamentale, disons, de la vie sociale à l'époque du numérique. Alors, pour nous assurer que la démarche à laquelle vous allez participer ici entre Français a une dimension européenne, nous avons pris l'initiative de lancer ce qu'on appelle un European Squad sur le sujet, avec des partenaires estoniens. Alors, je ne vous donne pas les noms parce qu'ils sont barbares, même si c'est en anglais. Je devrais peut-être les donner d'ailleurs, non, c'est pas grave. C'est le Foresight Center. Il y a le National Board suédois, l'Internet Economy Foundation en Allemagne. Donc autant de partenaires avec lesquels nous avons l'intention de travailler, et la liste est aujourd'hui encore un peu courte, mais nous entendons les temps. Face à la puissance, disons, intellectuelle et de lobby de nos amis des plateformes, notamment des grandes plateformes qui viennent d'ailleurs, il est important que l'Europe prépare de manière approfondie ces dossiers. Et donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de participer à notre consultation générale, est une démarche qui vise à renforcer les apports intellectuels que nous pouvons donner à la Commission européenne pour que les propositions qu'elles vont faire ultérieurement soient les plus efficaces possibles. Alors, Benoît l'a bien rappelé, notre démarche n'est pas anti-plateforme, elle n'est pas anti-innovation. Elle repose en revanche sur un constat que nous avons fait au cours des mois qui précèdent, au cours desquels on a consulté un très grand nombre d'experts, d'institutions, etc., pour essayer de mettre en évidence les points qui pourraient faire l'objet d'une priorité dans cette consultation. Alors deux sujets sont apparus très clairement. Le premier, c'est ce que j'appelle l'infériorité numérique. Pas l'infériorité en nombre, l'infériorité numérique, face aux plateformes. En réalité, la plupart de nos interlocuteurs vont faire remarquer que pour pousser les procédures telles qu'elles existent actuellement en droit communautaire ou en droit national, il faut avoir un niveau d'information auquel ni les entreprises, ni les particuliers n'acceptent. Donc un des premiers problèmes que nous aurons à traiter, c'est comment on peut s'armer et disposer des éléments nécessaires à la grande évolution, à la grande réforme que nous envisageons. Ensuite, le deuxième élément est peut-être plus subtil et intéresse particulièrement ceux qui font des recherches à caractère institutionnel. On s'aperçoit que le cadre institutionnel n'est pas adapté. Ça, c'est un point tout à fait fondamental. Dans la problématique que nous allons adresser, il est rare qu'un sujet dépende d'une catégorie juridique particulière. Il y a ceux qui ont déjà la solution, démarche bien française,
par exemple moi, je me dis, tiens, on va faire une agence pour la confiance numérique en Europe. Apparemment, ce n'est pas du tout iconoclaste, puisque le président de la République française avait cela dans son programme et cela dans ses discours. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il parle de confiance peut-être moins large que notre interprétation, mais disons, il y a l'idée de faire une agence. On se dit, cette agence va servir de contrepoids aux institutions existantes et permettre d'imposer une nouvelle dynamique à l'action publique. D'autres pensent qu'il vaut mieux parler des méthodes d'action et de voir ensuite comment elles peuvent progressivement s'innerver dans les institutions existantes. Deuxième démarche possible. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas contradictoires. On peut aussi imaginer que toute notre démarche vise à renforcer la capacité des institutions existantes à agir. Nous avons une approche quand même tout à fait différente, sans aller jusqu'au bout à la terminologie d'agence. Nous parlons de soft régulation, qui est un terme tellement vaste que c'est à nous, de la consultation, de le préciser. Mais la soft régulation, c'est une méthode c'est une démarche qui a un double objectif. La première, c'est de faire remonter l'information des citoyens, l'organiser, la structurer à leur demande, bien entendu, de manière à ce qu'ils puissent faire contrepoids auprès des institutions, si celles-ci sont à mettre en œuvre, mais surtout auprès des plateformes elles-mêmes. Une première démarche. Une deuxième démarche, une démarche de technicien, c'est-à-dire qu'il faut, nous disons, acquérir la technicité nécessaire pour pouvoir être un interlocuteur valable des plateformes. J'ai personnellement, par exemple, participé à la longue discussion avec l'une de ces plateformes sur le retrait des œuvres contrefaites, au titre du droit d'auteur. Ça a été très long. Et on voyait bien qu'il y avait une asymétrie de compétences entre les deux parties. Quelque part, on demandait à la partie plateforme de bien vouloir mettre à la disposition de la démarche des compétences. Pourquoi pas d'ailleurs, et s'y est lié, ce qui aboutit à un accord qui est celui dont on a parlé, entre l'une de ces plateformes, on en citera aucune aujourd'hui, et l'ALPA, qui est l'organisme qui fédère l'action contre le piratage des œuvres audiovisuelles. Une démarche tout à fait symbolique de l'approche de soft régulation que nous envisageons. Alors pour organiser cette consultation avec ces réflexions, plus celles qu'a présentées Benoît il y a quelques minutes, donc le CNUG, dans sa logique rationnelle, a donc décidé qu'il y aurait deux consultations et deux défis. Donc deux consultations, je suis d'accord avec lui d'ailleurs, et j'en suis membre, mais je dirais que le premier niveau de consultation, c'est comment faire. Le deuxième niveau de consultation, c'est dans quel cadre. Les deux peuvent se croiser évidemment dans les interventions ou les observations que les uns et les autres feraient tout au long de la consultation. Comment faire, c'est quelle méthode utiliser pour faire remonter l'information, pour organiser cette remontée, pour organiser le débat, pour aboutir à des codes de bonne conduite qui soient suffisamment valables, et bref, pour arriver dans l'ensemble à ce qui est une démarche coopérative avec les plateformes qui fasse avancer les choses avant l'intervention de telle ou telle régulation. Le cadre, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question fondamentale, est-ce qu'on fonctionne avec une institution nouvelle ou pas, ou est-ce que c'est une démarche nouvelle à entreprendre, c'est ouvert à la consultation. Il y a deux défis. Donc, les deux se croisent. Le premier défi, comment parvenir, et c'est très important, comment parvenir encore une fois à avoir un effet masse, à faire remonter cette information et à être crédible dans la démarche de soft régulation. Et le deuxième défi, par quelle technicité nous pouvons pénétrer sans remettre en cause les secrets des affaires, avoir ce que j'appellerais une acceptation, une auditabilité, notamment des moteurs de recherche, par exemple, de manière à ce qu'on puisse progresser dans les études et les investigations dans le domaine de la non-discrimination. Voilà donc deux consultations et deux défis. J'espère que vous avez compris la subtilité de cette démarche. Donc nous deux, au cours de cette présentation, après que Benoît et moi-même, qui sommes copilotes pour le CNU de ce sujet, je crois qu'il y a présentation du site sur lequel se fait la consultation. Et après, si vous voulez bien, il y aura des ateliers qui pourront réunir selon les thèmes ceux d'entre vous qui veulent poursuivre déjà la discussion. On a essayé de mettre en avant un certain nombre d'initiatives qu'on
de personnes avec qui on a discuté ces derniers temps. Le deuxième défi, ça va être sur les mauvaises pratiques, ou comment se faire entendre. Comment se faire entendre vis-à-vis des plateformes, mais aussi vis-à-vis des autorités de régulation, par exemple. Et donc ça va être présenté, ce défi va être présenté par Célia Zielinski, qui est aussi membre du conseil, et une équipe de Media Lab de Sciences Po avec Axel Meunier. Et enfin, on enchaînera sur le troisième défi, qui est en fait le challenge institutionnel, ou quelle gouvernance en fait pour ces thématiques-là, où Marc Tessier présentera en fait ces thématiques avec Sébastien Sorien. On a besoin en fait de tous les acteurs de l'écosystème, à la fois les acteurs économiques, les citoyens, et aussi le monde de la recherche. Et on est très heureux en fait que l'INRIA, le CNRS, l'Institut Télécom s'intéressent, le monde de la recherche s'intéresse à ces sujets. Et je te laisse là. Merci Yann, bonjour à tous. Effectivement, nous, riches de cette consultation qui est lancée par le Conseil national du numérique, donc une consultation ouverte, nous allons bâtir et capitaliser sur la synthèse justement de cette consultation. Et notre objectif, c'est justement d'animer une communauté scientifique autour des défis de la transparence. Et là, je préciserai pas seulement des algorithmes, je parlerai plutôt des systèmes algorithmiques, parce que là, la problématique, elle est davantage données et algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique de la loyauté, de la non-discrimination, on ne peut pas considérer uniquement les algorithmes, mais les algorithmes se nourrissent de données. Et donc, au niveau de la transparence, au niveau de la loyauté, de la discrimination, de la non-discrimination, on considère aussi l'ensemble de cette dualité données et algorithmes. Donc, alors, notre objectif, là aussi, dans l'ère du numérique, on se pose la question de la confiance. Notre devise, c'est en fait, oui, on fait confiance, mais on vérifie. Donc, en fait, notre objectif, c'est de se doter, en tant que communauté scientifique, et donc notre espoir, c'est de rendre disponibles ces outils, donc de se doter d'outils de vérification, d'outils de contrôle algorithmique, en fait, d'outils de titabilité des systèmes algorithmiques, pour réduire cette asymétrie informationnelle entre les producteurs de services numériques, quels qu'ils soient, et leurs consommateurs, qu'ils soient d'ailleurs citoyens ou professionnels. Ce qui est très important, justement, c'est cette réduction d'asymétrie informationnelle, d'ailleurs, comme ça a été mentionné ce matin. Alors, Transalgo, c'est une première en Europe, et comme ça a été mentionné, c'est une préoccupation, cette question de transparence des systèmes algorithmiques. Et là, j'inclus toutes les propriétés de l'égalité, de non-discrimination, etc. Mais c'est aussi une préoccupation internationale, pas uniquement des communautés académiques, des citoyens et des associations. J'inclurai là-dedans, c'est aussi une préoccupation des industriels, comme par exemple l'initiative de Partnership on AI, qui a été fondée par ces fameux GAFA. La raison, en fait, derrière, c'est que c'est un réel facteur de compétitivité. Donc, ils ont compris enfin que la question de la confiance, elle est essentielle aussi pour la compétitivité économique. Donc, je crois que dans cette démarche, c'est une question de win-win, en fait, et c'est un effort collectif que toute la société, quelle que soit la casquette, doit faire, justement, pour réduire cette asymétrie informationnelle. Et donc, pour finir, nous, nos objectifs, c'est vraiment de nous concentrer sur l'étude donc des billets, des données et des algorithmes, leur robustesse, leur reproductibilité, également l'explicabilité et l'intelligibilité. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile ni à prouver ni à apporter. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça dépend vraiment d'un certain nombre de cas d'usage et un certain nombre de typologies disciplinaires et d'algorithmes. Et aussi, en fait, et d'ailleurs c'est encore mieux, si on arrive à produire des algorithmes équitables by design et transparents by design et responsables by design. C'est en fait, voilà, aussi une autre approche, une autre démarche, donc pas seulement l'auditabilité, qui consiste à observer après coup, en fait, a posteriori, mais aussi de concevoir donc, des algorithmes responsables par construction.